Bonjour à tous. Je suis Valérie Sagan, la directrice de ce nouvel institut, Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice. Aujourd'hui, nous inaugurons le nouveau format de ces arrêts sur recherche, donc un rendez-vous mensuel de cet institut qui est destiné à valoriser, présenter des recherches qui ont été soutenues par l'Institut ou par l'ancienne mission de recherche droit et justice. Ce format est destiné à vous permettre, dans un temps assez condensé, de prendre connaissance d'une partie, puisque bien sûr la recherche ne peut pas être présentée en seulement une heure, d'une partie d'une recherche et à être discutée par un praticien, aujourd'hui une praticienne, professionnelle de la justice, ce qui correspond tout à fait au schéma habituel de notre institut qui se veut un lieu de diffusion des connaissances, des savoirs sur le droit et la justice, mais avec cette particularité qu'il s'agit de connaissances et de savoirs qui sont pluridisciplinaires. Ça, c'est vraiment le point important de l'identité de notre organisation, et également qui sont des connaissances rigoureuses d'un point de vue scientifique, bien évidemment, mais discutées, partagées, confrontées au point de vue des professionnels, au point de vue des décideurs dans tous les domaines du droit et de la justice. Voilà, donc c'est ce qui traduit, je crois, bien l'identité de nos travaux. L'Institut est récent, mais en réalité est la fusion de deux organisations qui chacune exerçaient depuis une trentaine d'années, l'Institut des hautes études sur la justice, l'IHEJ, et le groupement d'intérêt public, mission de recherche, droit et justice. Alors aujourd'hui, donc, nous accueillons Lionel Jacot et Sylvie Pierre-Maurice avec Stéphanie Kretowitz. Donc vous avez réalisé une recherche intitulée Justice et magistrats, une GRH en miettes, point d'interrogation. Je rajoute le point d'interrogation parce que le titre a créé un certain émoi évidemment auprès de ceux qui sont impliqués dans cette gestion des ressources humaines. Une analyse contextualiste, comparative et pluridisciplinaire. Je tenais à rajouter ce sous-titre qui est important. Donc, comme je le disais, vous pouvez disposer de toute la recherche sur le site internet ou pour ceux qui sont présents ici en papier ici. Le choix qui a été fait de l'angle à retenir pour cette séquence un petit peu brève, c'est le rôle des chefs de juridiction dans la gestion des ressources humaines. Donc, c'est la raison pour laquelle Stéphanie Kretowitz, chef de juridiction du TJ de Chartres, est invitée. Je cède tout de suite la parole à Lionel Jacot. Donc, des interventions croisées de vous trois. Et ensuite, je vous donnerai la parole pour des questions ou des observations. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'intervenir dans le cadre de ce premier arrêt sur recherche pour restituer des premiers résultats saillants de la recherche que nous avons menée sur la gestion des ressources humaines dans la magistrature, donc la gestion des ressources humaines des magistrats, en dialoguant, comme ça a été dit, dans un premier temps avec Stéphanie Kretowitz et dans un second temps en échangeant avec vous. Alors, le rapport est intitulé effectivement « Justice et magistrat-magistrate, une GRH en miettes » avec un point d'interrogation, et le point d'interrogation est utile. C'est un rapport qui a été remis en mars 2022 dans un contexte qui est souvent qualifié de crise de l'institution judiciaire qui tire son origine, si l'on en croit le rapport du Comité des États généraux de la justice, qui a été quasiment publié simultanément en avril 2022, d'un déficit de management et d'une gestion imparfaite des ressources. Aussi, notre rapport vient-il à point nommé en ce qu'il propose une caractérisation du modèle de GRH des magistrats. Alors, cette recherche, elle a été conduite par une équipe pluridisciplinaire et une équipe multisite. Alors, une équipe multisite qui a impliqué effectivement différentes universités, l'Université de Lorraine, l'Université de Strasbourg, l'Université de Versailles-Saint-Quentin à Yvelines et l'Université de Liège en Belgique. Et je l'ai dit, c'est aussi une recherche
pluridisciplinaire, puisque nous dialoguons avec 3 disciplines, le droit, la sociologie et la gestion. Et les 3 coordonnateurs de cette recherche sont effectivement juristes, Sylvie est juriste, sociologue, je suis sociologue, et Estelle Mercier est gestionnaire. Donc cette recherche, donc outre le fait qu'elle est pluridisciplinaire, donc je reviens effectivement au sous-titre du rapport. Cette recherche, elle est multidimensionnelle, elle est contextualiste, elle est comparative. Alors je vais revenir sur ces 3 qualificatifs. Tout d'abord, la recherche est comparative, puisqu'elle propose tout simplement une comparaison systématique des cas français et belges, soutenus d'un contrepoint suédois. Elle est également multidimensionnelle, puisque nous avons respectivement envisagé la justice à la fois comme une institution, comme une organisation et comme une profession ou des professions, puisqu'on a effectivement des magistrats, mais on a aussi des fonctionnaires. Et il nous semblait impossible de comprendre les changements institutionnels, organisationnels et professionnels séparément, tant ces changements s'interpénétraient. Donc voilà le côté multidimensionnel de cette recherche. Mais cette recherche, elle est aussi contextualiste, puisque nous avons cherché à articuler les contenus que l'on cherche ici à changer, c'est-à-dire les pratiques de gestion des ressources humaines, les contextes dans lesquels ils sont introduits, et forcément les contextes sont assez différents d'une époque à l'autre, et les processus marqués aussi par les jeux des acteurs autour de leur mise en œuvre. Donc nous avons emprunté à la démarche contextualiste de 2 sociologues belges qui s'appellent François Pichot et Jean Nizet, Sylvie reviendra tout à l'heure, qui montrent qu'il existe un lien théorique entre les contextes organisationnels et la GRH. Ce qui nous a permis notamment de qualifier le modèle français de GRH, on y reviendra, de délibératif, ou pour le moins à dominante délibérative, puisque les modèles de GRH sont souvent des modèles mixtes, dans la mesure où les professionnels disposent individuellement d'une grande maîtrise informelle sur la plupart des dimensions de la GRH, mais aussi s'accordent pour définir collectivement le cadre et les modalités de leur coexistence. Donc on parle d'une gestion du corps par le corps, et on reviendra sur cette question-là. Donc dans cette recherche, notre questionnement, il est double, puisqu'il porte sur ce qu'on appelle l'instrumentation RH, donc les outils, les dispositifs de ressources humaines, mais aussi sur les acteurs, et en particulier, nous avons mis la focale sur les chefs de juridiction. Donc comment caractériser le modèle de GRH de la magistrature? Quid des outils et des pratiques de gestion des ressources humaines? Quel rôle les chefs de juridiction jouent-ils au sein des juridictions? Et n'assiste-t-on pas avec ces magistrats, managers, à la fabrique d'une nouvelle figure de la magistrature qui serait symptomatique peut-être d'une managérisation de l'institution judiciaire? Alors il y a une hypothèse effectivement qui est importante dans différentes disciplines, en sociologie comme en droit, c'est la managérisation d'un certain nombre de composantes de l'État. Et on pourrait faire aussi le comparatif avec notre institution, l'institution universitaire. Donc pour collecter ces données, donc nous avons utilisé 2 outils assez classiques, la monographie, l'étude de cas, et l'entretien semi-directif. Donc l'approche monographique a été une étape nécessaire du processus de recherche pour saisir localement le modèle et les pratiques de GRH. Ainsi, nous avons enquêté sur 25 tribunaux, donc 13 tribunaux français, 9 tribunaux belges et 4 tribunaux suédois, avec des tailles de juridiction différentes, des situations géographiques différentes, une nature de l'activité différente. 122 entretiens semi-directifs ont été réalisés, dont 57 en France, 7 auprès des instances représentatives, des instances organisatrices, 22 auprès des chefs de juridiction et 28 auprès des magistrats. Donc pour en finir avec le rapport que vous pourrez effectivement consulter, il est organisé en 4 chapitres. Nous allons surtout revenir sur les 2 derniers chapitres.
le chapitre 3 des modèles de GRH en tension, où nous avons effectivement interrogé les outils principaux de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire le recrutement, la formation, la mobilité, l'évaluation et la rémunération. On ne pourra pas revenir sur chacun de ces outils, mais Sylvie, en fin d'intervention, interviendra surtout sur les mobilités et les carrières. Donc on va revenir sur quelques résultats saillants sur effectivement ce modèle de GRH en tension. Et puis nous allons aussi insister sur des résultats liés au chapitre 4, le rôle du chef de juridiction dans la GRH des magistrats. Et voilà pour une présentation très succincte et très générale de cette recherche. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous. En propos liminaire, déjà, je voudrais remercier l'IERDJ de m'avoir convié à cette première session d'arrêt sur recherche. Et puis, peut-être dire un mot et remercier les chercheurs ici présents pour la qualité de ce rapport. Et pour dire combien, pour la chef de juridiction, nous allons féminiser que je suis, dire comme ça, sa lecture a eu l'immense mérite peut-être de mettre en tout cas les chefs de juridiction face à la réalité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, face à la réalité qui est parfois une forme d'absurdité, et je le dis de manière volontairement un peu provocante, du système dans lequel nous évoluons, du système dans lequel nous exerçons en fait cette mission. Il montre aussi à quel point, je trouve, l'architecture et tout le système judiciaire tient depuis de très nombreuses années sur des bases qui sont mouvantes, floues, fluctuantes, et on y reviendra évidemment dans la discussion, et sans que nous soyons, nous, en qualité de chef de juridiction, en capacité de l'élaborer et de le définir très clairement. Et puis, il montre les limites, mais aussi les forces, je trouve, du système, limites que nous avons peut-être atteintes aujourd'hui, et en tout cas qui mériteront d'être revues, et notamment dans le positionnement des chefs de juridiction et leur rôle vis-à-vis de cette GRH, comme il est appelé dans le rapport, de grande proximité. Donc, ce rapport, il nous renvoie à une sorte de verbalisation de notre réalité, et en ça, il est extrêmement précieux, et verbalisation qui est aussi confrontée au modèle de notre voisin européen belge, modèle sur lequel nous allons évidemment revenir au cours de cette discussion. Je vais dire trois choses rapidement à titre liminaire, après la présentation de la méthode qui a été adoptée pour le rapport. La première chose, c'est une évidence, mais je pense qu'il faut le redire, c'est qu'il n'y a pas un chef de juridiction, il n'y a pas un modèle de chef de juridiction, il n'y a pas la fiche de poste du chef de juridiction, il y a des chefs de juridiction. C'est une évidence de le dire, mais être chef de juridiction dans un groupe 4 ou un groupe 1, ça n'est pas la même chose, ça n'est pas le même métier. Je vais prendre des extrêmes qui sont volontairement un peu, là aussi, caricaturaux, mais Saumur à 7 magistrats ou Bobigny à 140, et je ne parle même pas de Paris à 370, évidemment, le rôle RH du chef de juridiction sera extrêmement différent. Je rappelle aussi à titre liminaire que les 2/3 aujourd'hui des juridictions sont des petites, moyennes juridictions, puisque les 2/3 des juridictions sont des groupes 3 et 4. Vous savez, je dis ça pour le public non averti, mais je sais que c'est un public averti ici de la salle, que les juridictions sont classées en 4 groupes, alors classement qui vient d'être vu, mais enfin, en gros, des plus importantes, hein, il y a 10 groupes 1, et puis après, ça se décline en groupes 2, 3 et 4. Donc ça n'est pas la même chose, ça n'est pas le même métier, ça n'est pas non plus le même temps que le chef de juridiction va consacrer à sa fonction de chef. Dans une juridiction petite, moyenne, le chef de juridiction va avoir une activité juridictionnelle, ce qui va, à mon sens, réinterroger totalement sa position au sein de ses pairs, c'est-à-dire sa position de chef à partir du moment où, certes, il est chef, mais il est aussi une partie de son temps plus ou moins importante, l'alter ego, l'homologue, le président, l'assesseur de ses collègues. Donc ça me paraît extrêmement important, et ça modifie de fait, je pense, la gouvernance. Le deuxième point que je voulais aborder, mais qui découle à mon avis du premier, c'est que le chef de juridiction, donc il n'y a pas un mais des chefs de juridiction, il n'y a pas une formation unique des chefs de juridiction.
le chef de juridiction, il arrive chef avec d'abord, j'ai envie de dire, son bagage personnel, son expérience bien sûr, son expérience ou non d'administration centrale, sa formation bien sûr à l'ENM, sa formation nouveau chef de juridiction, entre guillemets, que tout le monde suit à l'ENM, mais enfin, il y a quand même beaucoup de chefs de juridiction qui arrivent sans avoir d'expérience RH parce que dans leur fonction antérieure de magistrats, d'excellents magistrats qu'ils ont été, ils n'ont pas eu à se confronter nécessairement à la gestion RH. Et arrivant dans une juridiction avec un bagage plus ou moins important d'expérience en matière de ressources humaines, ils vont aussi arriver dans des juridictions dans lesquelles les équipes, pour les aider dans ces fonctions RH, vont être très disparates. Et quand je les dis très disparates, elles vont être soit inexistantes ou quasi inexistantes. Je rappelle qu'il y a encore beaucoup de petites juridictions dans lesquelles le secrétaire est partagé entre le président et le procureur. Donc ça fait, pour parler techno, un demi-ETP. Et des juridictions plus importantes dans lesquelles il va y avoir autour du chef de juridiction un adjoint, un secrétaire administratif, des greffiers, des contractuels, des magistrats. Mais rarement, et ça vous le soulignez dans le rapport, rarement des professionnels de l'ARH. Alors je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière le professionnel de l'ARH, mais ça interroge quand même, y compris dans les très grandes juridictions. Pour positionner Chartres, Chartres c'est une juridiction qui là a passé dans les groupes 2, 24 magistrats au siège, 92 fonctionnaires. Autour du chef de juridiction, si je parle de l'équipe RH, il y a une secrétaire qui est greffière à temps plein et depuis quelques semaines, et je m'en réjouis, une contractuelle qui a aussi été recrutée à temps plein. Et voilà, en sachant que les missions évidemment du secrétariat de la présidence, c'est bien au-delà de la seule gestion RH. Donc cette question de l'équipe et de l'appui, à mon avis, elle est aussi fondamentale et elle renvoie au côté très disparate de ce qu'est aujourd'hui un chef de juridiction confronté à la RH. Et puis dernier petit point rapidement, c'est quoi un chef de juridiction? Alors ça, on va s'interroger, je pense, sur cette question pendant toute la matinée. J'ai repris le COJ, j'ai un rapport très de proximité au COJ parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'ADJ à travailler sur le COJ. Le COJ dit le chef de juridiction, enfin les chefs de juridiction, s'assure de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. J'ai envie de dire avec ça, ça nous dit quand même pas grand-chose sur ce qu'on fait au quotidien. Je vais le dire de manière très générale et évidemment on y reviendra. Je pense que tout est dit et rien n'est dit. Je pense que le chef de juridiction c'est un chef, le chef de juridiction c'est un magistrat. C'est parfois l'un, parfois l'autre. Le chef de juridiction, pour reprendre une terminologie du Code du travail, il n'a pas tellement de pouvoir de direction. Et ça, je pense que ce sera quand même intéressant qu'on y revienne. Et quelque part, ça transparaît dans tout le rapport, c'est un rouage. C'est un aidant, c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui est indispensable pour permettre, et je pense qu'il est indispensable et nécessaire à la juridiction de fonctionner et aux affaires d'être jugées dans des délais corrects et d'être jugées correctement. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tellement défini le rôle du chef de juridiction. Et c'est ce qu'on va un tout petit peu essayer d'esquisser ensemble ce matin. Je voudrais effectivement remercier l'IRDJ de son aimable invitation et vous dire tout le plaisir que j'ai à être là. Et donc moi, je vais commencer la présentation en faisant la focale, comme l'a dit Lionel, sur le rôle des chefs de juridiction parmi la constellation des acteurs de GRH. Et je vais particulièrement développer ce premier point qui est la constellation d'acteurs de ressources humaines. Alors d'abord, en faisant un premier constat, il est vrai qu'en France, nous sommes face à un modèle complexe, c'est-à-dire une constellation d'acteurs avec donc un morcellement de compétences et des décisions multiniveaux. C'est ce qui apparaît d'emblée. Donc on a 3 niveaux, au niveau central, régional et local, où les 3 participent des fonctions RH. Alors au niveau central, on y reviendra dans la slide suivante, on a là encore une nouvelle constellation, puisque en centrale, on n'a pas moins de, je crois, 6 institutions qui gèrent les ressources humaines dans la magistrature. Alors si on va un petit peu plus en région, eh bien, on trouve là les chefs de cour qui ont un rôle financier de répartir les budgets, encore plus si on est en BOP, etc. Et puis, on a aussi le service support qui est le SAR.
Et puis, si on va en local, ce que nous, on a appelé l'encadrant intermédiaire, c'est le chef ou la chef de juridiction. Alors, pourquoi l'encadrant intermédiaire? Donc, il y a toute une théorie de l'encadrement intermédiaire en sociologie que vous rappellera Lionel. Mais c'est simplement qu'il est, au niveau hiérarchique, il est un pivot, puisque au-dessus de lui, la chef ou la chef de cour, et en dessous de lui, il a des autres encadrants qui peuvent être les vice-présidents ou vice-procureurs, les secrétaires généraux, et puis il dirige ses magistrats et magistrates. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle un encadrant intermédiaire. Alors, je reviens à ce niveau central, où effectivement on trouve 6 institutions qui ont un rôle RH, donc vous connaissez, mais je vais juste les rappeler pour faire le comparatif avec la Belgique après. Donc la DSJ, Direction des services judiciaires, qui a un rôle stratégique, qui est donc la voix donc, du ministère de la Justice sur les choix stratégiques en matière de justice. Le CSM, effectivement, Conseil supérieur de la magistrature, qui a un rôle délibératif, mais aussi disciplinaire. Le rôle régulateur, qui est effectué par la commission d'avancement, qui a aussi une pluralité de fonctions. Le rôle intégrateur, qui est spécifique à la France, qu'on ne retrouvera pas en Belgique, qui est octroyé à l'École nationale de la magistrature, véritable école qui a un rôle intégrateur des nouveaux arrivants, mais aussi qui sert de formation continue aux déjà juges, aux déjà magistrats. L'Institut général de la justice qui a un rôle de contrôle, qui fait donc des enquêtes dans les juridictions notamment qui posent certains problèmes. Et puis on a aussi un rôle de soutien à travers les secrétariats généraux qui n'ont pas d'ancrage égalitaire, on le verra, c'est un des problèmes de l'encadrement et du sous-encadrement, et puis les SAR dont on a déjà parlé. Je vais essayer de parler plus fort. Et donc, de cette constellation d'acteurs au niveau central, on en a déduit bien qu'il s'agissait, puisque tous sont à peu près, tous ou toutes sont magistrats, qu'il s'agissait effectivement de ce qu'on appelle la gestion du corps par le corps. La gestion des magistrats par les magistrats. Si on prend la configuration organisationnelle de Mintzberg, on se trouve effectivement en place d'une bureaucratie, ce qu'on appelle une bureaucratie professionnelle et à dominante délibérative selon les sociologues belges Pichot et Nizet. Alors, suivant l'analyse, après le constat, l'analyse, d'abord, premièrement, le fait qu'on soit en face d'une pluralité d'acteurs de GRH n'est pas anormal, ça n'est pas propre au contexte de la magistrature, parce que la GRH est habituée à nouer des relations complexes et plurielles. Gestion des ressources humaines, c'est au pluriel, et donc c'est toujours de toute façon complexe. Et deuxième petite précision, il n'y a pas d'exceptionnalité du modèle français sur ce point, parce que c'est toujours la question, est-ce qu'on a un modèle original? Non, on retrouve cette constellation des acteurs dans le modèle belge, mais pas, on va le voir, dans le modèle suédois. En revanche, ce qui est notable, c'est qu'il y a vraiment une pluralité d'acteurs, je dirais, on parle de constellation, donc c'est plus qu'une pluralité, c'est vraiment un très grand nombre. Et donc, ce très grand nombre d'acteurs de GRH constitue un indéniable facteur de complexité qui a été vu et en Belgique et en France, c'est-à-dire source de difficultés de compréhension et de partage des compétences, et aussi d'appropriation des dispositifs qui sont des dispositifs supports, dont on a du mal, notamment les magistrats et surtout les chefs de juridiction, à comprendre l'utilité et à s'approprier ces systèmes, notamment les SAR, qui restent, donc on l'a vu dans notre rapport, liés aux chefs de cour et non pas aux chefs de juridiction. Et autre et dernier point sur l'analyse de cette constellation, c'est un problème parce que c'est générateur d'un cloisonnement, d'une limitation des interactions. Notamment, il est ressorti de notre rapport que les magistrats se plaignaient d'une absence de possibilité de joindre la DSJ directement.
d'un sentiment d'isolement des magistrats et des chefs de juridiction et aussi de conflits. Alors, on en cite deux. Par exemple, sur les profilages de poste entre le CSM et la DSJ, CSM qui plutôt freine, la DSJ qui est plutôt pour ce profilage de poste, avec évidemment des enjeux dont on pourra reparler, et puis aussi entre chefs de cour au niveau régional et chefs de juridiction au niveau local pour les évaluations et pour l'attribution de la prime modulable. Donc ça génère effectivement des conflits. Donc c'est un environnement, et si on parle du chef de juridiction, assez complexe à gérer, managérial complexe, puisque nous avons un sentiment, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs de GRH, on a un sentiment paradoxal d'isolement, ce qui montre un petit peu une limite des systèmes. Donc des interactions limitées, je l'ai dit, et des chefs de juridiction qui sont... Stéphanie l'a dit, inégalement dotés en équipe d'appui, et ça c'est très visible entre les juridictions du groupe 1 et les juridictions du groupe 4. Et nous avons donc des citations qui le montrent. Alors, si on fait le contrepoint belge sur cette constellation d'acteurs où il y a ce chef de juridiction local, eh bien, on peut dire que là encore, c'est quelque chose qui est partagé, mais pour différentes raisons. Parce que notre constellation en France, elle était initiale, je dirais, dès l'ordonnance de 58, alors que cette constellation des acteurs RH, elle est apparue progressivement et notamment après le scandale de l'affaire Dutroux, 96-98, qui a donné lieu à de nouvelles institutions pour gérer la magistrature, suite au plan Octopus de mai 98 et ce qui a été finalisé par une loi d'avril 2014. Donc nous avons quand même des compétences qui sont réparties entre différents organes et alors c'est difficile de faire le parallèle avec la France parce que ces organes n'ont pas les mêmes compétences. Ont des compétences limitées, partagées. Donc, je vais essayer quand même. Le service public fédéral de la justice, c'est un petit peu l'équivalent de la DSJ française, mais pas forcément entièrement. Donc, ça remplace le ministère de la Justice et la nomination. Et puis, nous avons donc la gestion du personnel, le développement des emplois, l'encadrement. Et puis, c'est ce qu'on appelle une institution à compétences résiduaires, c'est-à-dire c'est une sorte de droit commun. Tout ce qui n'est pas réservé aux autres revient au service public fédéral de la justice, notamment le suivi de carrière des magistrats belges. Donc, le Conseil supérieur de la justice, on pourrait dire c'est l'équivalent de notre CSM, mais non, parce qu'il n'a pas de fonction disciplinaire et il est assez concentré sur le recrutement et la mobilité, mais avec une mobilité qui n'a pas du tout la même ampleur, ce qu'on verra dans la deuxième partie. Ensuite, vous avez d'autres dispositifs en Belgique, par exemple le comité consultatif de la magistrature, où là, c'est quelque chose où nous n'avons pas d'équivalent en France, et si ce n'est un petit rapprochement avec la DSJ, puisque ce comité consultatif de la magistrature est chargé d'établir les statuts de la magistrature belge, et c'est un organe consultatif. Et puis, nous avons un dispositif qui n'existe pas du tout en France, ce sont les collèges, et là encore, qui marquent une profonde différence avec le système belge, puisque les collèges sont divisés en deux. Vous avez un collège pour le parquet, un collège pour le siège, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de gestion commune du tribunal en Belgique. Ça, c'est une différence majeure. Et il vise à la gestion du tribunal. Alors, il y a certes des compétences communes, mais ce n'est pas le principe comme en France. Et puis, je terminerai très rapidement pour vous montrer que cette constellation, elle est absente en Suède, puisque c'était le deuxième contrepoint que l'on s'était fixé dans l'étude, puisque en Suède, on a une concentration des pouvoirs des différentes instances tant belges que françaises dans une institution qui, on pourrait traduire, c'est le service des juridictions ou Domstolverket, et qui centralise à peu près tout ce qu'on a en France, c'est-à-dire qu'il y a un rôle dans le recrutement, il y a un rôle de cet organisme dans la gestion
des mobilités, dans la formation, donc c'est l'équivalent de l'ENM, c'est aussi l'équivalent des SAR, puisqu'il y a un service support. C'est aussi l'équivalent des cours d'appel dans les distributions, l'allotissement des différents budgets au niveau régional. Donc, c'est quelque chose qui est assez centralisé et qui joue le rôle de finalement un certain nombre de nos acteurs RH en France. Voilà. En réaction à ce qui vient d'être dit, d'abord la première réaction sur cette constellation d'acteurs, c'est qu'elle a une forme de complexité. Alors on peut se rassurer en disant que c'est une complexité partagée avec nos amis belges, mais enfin c'est quand même une complexité. Et pour le chef de juridiction qui a été défini comme étant cette hiérarchie intermédiaire et en tout cas ce point un peu pivot, et je pense moi qu'il est vraiment pivot dans cette complexité d'acteurs, il faut d'abord, je trouve, en première obligation, intégrer cette complexité et la comprendre. Ça paraît une évidence, mais ça n'est pas si simple. Notamment quand on, et je l'ai dit tout à l'heure, quand on n'a pas forcément d'expérience d'administration centrale, quand on ne sait pas forcément comment s'écrit la transparence avec ce côté extrêmement artisanal, et je crois qu'il faut l'avoir vu pour comprendre et expliquer ensuite aux collègues comment les choses fonctionnent. Cette complexité, elle peut être difficile à intégrer et à comprendre. Dans cette complexité, c'est bien sûr avoir en tête très clairement le rôle des différents acteurs, mais c'est aussi connaître tout le non-dit et le non-écrit. Et notamment, ça a été dit, le chef de juridiction, il est au cœur quelque part de la machine, mais en fait, il parle à personne. Il n'est pas l'interlocuteur de la DSJ, il n'est évidemment pas l'interlocuteur du CSM, sauf quand il y va lui-même, enfin, c'est pour autre chose. Il n'est pas l'interlocuteur de la CAV, de la commission d'avancement. Il est l'interlocuteur de son chef de cour. Et ça, je crois que dans l'organisation et dans le fonctionnement aujourd'hui de cette GRH des juridictions, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, il dépend, et je le dis avec, je mets évidemment beaucoup de guillemets et beaucoup de précautions, mais il dépend quand même du bon vouloir de son chef de cour. Et on le voit parmi les 36 chefs de cour, tous n'ont pas non plus la même politique RH. Et c'est normal. Tous ne vont pas avoir la même approche dans le dialogue RH qu'ils vont instaurer avec les présidents des juridictions de leur cour. Donc, à la fois, le chef de juridiction doit comprendre cette constellation d'acteurs, mais surtout comprendre que celui par lequel il va pouvoir accéder à ces acteurs, c'est le chef de cour, ou le SG, ou l'équipe autour du chef de cour. Mais je le dis de manière globale, c'est aussi beaucoup le rôle des secrétaires généraux des cours. Or, et ça renvoie à ce qu'on disait dans les propos introductifs, il n'y a pas une organisation unique des cours, et en tout cas, il n'y a pas un fonctionnement peut-être pas unique, mais en tout cas un peu normé de la GRH dans les cours. Tous les chefs de cours n'ont pas les mêmes pratiques. Les dialogues de gestion RH ne se font pas dans toutes les cours ou se font différemment dans toutes les cours. Les chefs de juridiction remontent leurs besoins aux chefs de cours et puis, voilà, parfois ils ont un retour, parfois non. On l'a évoqué tout à l'heure, mais ça me paraît extrêmement important, les SAR n'ont pas tous le même positionnement par rapport aux chefs de cour et aux chefs de juridiction, et ils peuvent être tantôt l'interlocuteur du chef de juridiction et tantôt ne pas l'être. Ça veut dire aussi pour le chef de juridiction s'adapter et comprendre la constellation, mais aussi en cas de changement de cours, de changement de fonction dans des cours différentes, s'adapter aux pratiques qui vont être mises en place dans la cour, et puis en cas de changement de chef de cour pendant son mandat de chef de juridiction, s'adapter aux nouvelles règles qui vont être posées par le chef de juridiction. Ça entraîne aussi, alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais je le dis et je fermerai tout de suite la parenthèse, parfois aussi des stratégies de contournement qui sont assez étonnantes de la part des chefs de juridiction, qui vont par exemple consister à activer des réseaux de syndicats, des réseaux de connaissances, de contourner, et je ne le dis pas du tout de manière péjorative, parce que c'est aussi des stratégies qui se mettent en place le chef de cour pour pouvoir justement avoir accès à ces informations et faire surtout passer des messages et leurs demandes de manière un peu détournée.
Donc la constellation des acteurs, elle est complexe, elle doit être intégrée, et puis surtout, en fait, ensuite, elle doit être expliquée. Et c'est là que le rôle d'intermédiaire du chef de juridiction, que moi j'avais qualifié de manager de proximité quand on avait échangé, mais j'y reviendrai, il est fondamental parce que les magistrats vont se retourner d'abord vers leur chef de juridiction pour comprendre comment ça fonctionne. Et le chef de juridiction, il a un devoir et une obligation d'accompagnement et de conseil vis-à-vis des magistrats de sa juridiction. Je le dis parce que c'est toujours une source d'étonnement. Les jeunes collègues notamment, et pas que, mais un peu plus les jeunes, en tout cas qui ont moins été confrontés au système des transparences, ont une vraie méconnaissance de la GRH et du fonctionnement de cette GRH. Donc c'est vraiment la nécessité pour le chef de juridiction de les accompagner. Alors de les accompagner dans leur stratégie de carrière, j'avance sur place ou pas, je me spécialise ou pas, les accompagner dans leur stratégie de formation. Qu'est-ce que je fais comme formation? Est-ce que moi, si je veux me spécialiser, il faut que je fasse que des formations spécialisées, que j'aille cocher que certains trucs à l'ENM, ou inversement, est-ce que je me diversifie? Que choisir dans ce panel de postes de formation? Les aider dans leur demande d'avancement. Alors je le dis, mais c'est pas neutre, parce que vous savez, enfin aujourd'hui, il y a des divergences d'appréciation entre la commission d'avancement, la DSJ, notamment sur l'avancement des magistrats intégrés. Et le magistrat, il va d'abord se retourner vers son chef de juridiction qui, lui, se retrouve entre les deux, c'est-à-dire une position de son administration, une position de la commission d'avancement et comment il va réussir à accompagner le magistrat dans ses démarches. Et puis, je te disais tout à l'heure, c'est décrypter les non-dits. Est-ce que j'appelle le conseiller mobilité carrière ou j'appelle pas? Quand est-ce que je l'appelle? À quoi il sert? Qu'est-ce que je fais avec lui? Quelle stratégie j'adopte vis-à-vis de la DSJ? Quand est-ce que j'alerte mon chef de cour? Est-ce que ça passe par le président? Est-ce qu'on attend un peu? Est-ce qu'on a rendez-vous? Tout ça, c'est non écrit, c'est non dit. Alors, c'est la réalité des relations et des relations RH, mais ça nécessite un certain accompagnement. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, évidemment, le rôle des réseaux et des syndicats. Et puis, c'est aussi apprendre à décrypter les transparences. Je veux dire, c'est démystifier quelque part les transparences. D'abord, raconter comment elles se font, et en général, ça démystifie beaucoup. Mais c'est aussi beaucoup dire aux collègues qu'il y a, je sais pas, 95-98% des postes sur les transparences qui ne sont pas intuitus personnés. C'est-à-dire que si le magistrat n'a pas eu satisfaction, c'est pas contre lui, c'est pas parce que c'est un mauvais collègue, c'est pas parce que c'est un mauvais magistrat, c'est parce que c'est peut-être pas le bon moment et qu'il faut peut-être sortir des considérations personnelles et essayer de monter une autre stratégie de carrière. Donc, dans cette constellation, le président, il a un rôle fondamental pour la comprendre et surtout, et encore plus, j'ai envie de dire, pour l'expliquer et pour accompagner. Et ça prend la transition avec la partie suivante. Ce qui est extrêmement étonnant, c'est que alors qu'il est, à mon sens, un pivot, un intermédiaire, il n'a aucun moyen. Et quand je dis il n'a aucun moyen, ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure sur ce pouvoir de direction, entre guillemets. Il n'a pas de moyens RH, en fait. Certes, il fait la notation, mais on y reviendra. C'est pas lui qui note, hein, au final, c'est le chef de cour. Il n'a pas la rémunération à la main et de toute façon, il n'a pas non plus les primes, quoi qu'on en dise. Ça dépend aussi beaucoup des politiques de cour. Il ne recrute pas directement à la marge. On peut parler des assistants de justice et juristes assistants, encore que c'est quand même très contrôlé et très normé. Donc, le président, dans cette constellation d'acteurs, il va avoir ce rôle fondamental, mais il ne va faire que composer. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a de multiples façons de composer. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de multiples rôles. Il y a un rôle très pluriel du chef de juridiction dans cette constellation. Alors, on a déjà beaucoup parlé du rôle du chef de juridiction, donc je vais y revenir plus en détail. Donc, on a vu que dans ce paysage morcelé de la GRH des magistrats, alors le comité des États généraux de la justice parle d'un ordonnancement kaléidoscopique. Quel rôle jouent ou quel rôle peuvent jouer les chefs de juridiction? Donc, il s'est agi pour nous de questionner le rôle des chefs de juridiction. Alors, les chefs de juridiction ne sont-ils pas au cœur des processus locaux, des changements organisationnels et managériaux? Ne sont-ils pas ceux qui doivent mettre en place de nouveaux modèles de coordination horizontale en inventant des conventions de GRH plus adaptées,
ne sont-ils pas enjoints à être des entrepreneurs de changement? Donc, nous avons procédé ainsi à un examen de leur environnement, de leur rôle, de leur travail concret d'organisation, de leurs conditions de travail et de leur pouvoir d'agir. Alors, on l'a dit, c'est un environnement complexe. Et ce qui rend l'environnement complexe du chef de juridiction, c'est aussi effectivement le fait que le commandement est partagé. Alors, un commandement partagé, donc on parle effectivement de binôme, voire de trinôme, avec le président, le procureur, le directeur ou directrice des greffes. Et donc, on a affaire à un fonctionnement dans les tribunaux judiciaires triarchique ou diarchique, même si effectivement la supériorité protocolaire et décisionnaire du premier, du président, et l'infériorité statutaire du dernier, de la dernière, le directeur ou directrice de greffe, sont inscrites effectivement dans le COJ. Mais ce qui ressort des pratiques de gouvernance, c'est effectivement la nécessité d'une alchimie diarchique, voire triarchique. Donc un tribunal fonctionne bien quand effectivement le binôme fonctionne bien ou le trinôme fonctionne bien. Donc les chefs de juridiction ont effectivement un positionnement ambivalent, ça a été rappelé par Stéphanie. Ils sont au service de leur pairs, donc les magistrats, mais n'en demeurent pas moins ceux qui doivent les présider. Donc s'ils jouent un rôle d'animateur, de fédérateur, de facilitateur, de protecteur, de soutien, d'aide, de filtre, d'aidant, autant de noms substantifs utilisés par nos interviewés qui renvoient à leur attachement et à leur proximité à la communauté professionnelle, ils n'en constituent pas moins l'encadrement. Donc ils doivent aussi encadrer. Ce sont d'autres substantifs qui sont utilisés effectivement par les chefs de juridiction qu'on a interviewés. Chef, tout d'abord, comme l'indique l'appellation effectivement même du poste qu'ils occupent. DRH aussi, pour renvoyer à la fonction qu'ils doivent localement assumer, mais aussi gestionnaire ou administratif de service lorsque leur charge juridictionnelle se réduit comme une peau de chagrin dans les juridictions importantes. Donc on a insisté sur effectivement la taille du juridiction et effectivement en fonction de la taille du juridiction, le métier de chef de juridiction n'est pas tout à fait le même. Ce sont donc des encadrants intermédiaires, on pourrait dire des managers de proximité, dont l'exercice professionnel peut s'avérer difficile car ils ont articulé rationalité légale et rationalité managériale à composer avec des injonctions contradictoires. Alors on a affaire à des conflits idéaux ou éthiques. Il s'agit à la fois de rendre un service de qualité tout en rendant des jugements rapidement, dans des délais raisonnables. Ce sont aussi des chefs de juridiction qui sont confrontés à des équipes qui changent. Donc il faut organiser le travail collectif avec des équipes changeantes et des équipes qui peuvent être émoussées par la charge de travail liée aux sous-effectifs chroniques. Donc l'environnement de ces chefs de juridiction est complexe et leur rôle, il est pluriel, il est multiforme. Donc c'est un mot que nous a effectivement livré un des interviewés, puisqu'ils ont à remplir un rôle d'animation et d'orchestration pour notamment unifier les orientations du travail, pour que les magistrats aillent dans un sens commun. Ils doivent aussi effectivement jouer un rôle d'intermédiation et de soutien pour faire équipe et donner du sens. Et puis, ils doivent aussi jouer ce rôle de direction et de commandement pour rendre la justice au mieux. Les chefs de juridiction ne sont donc pas tout à fait des magistrats comme les autres. S'ils cherchent à maintenir une activité juridictionnelle, ils s'en éloignent à mesure qu'ils doivent consacrer l'essentiel de leur temps à la gouvernance de leur juridiction. Ils ne sont pas non plus des encadrants comme les autres, puisqu'ils président leurs pairs. On a parlé effectivement de bureaucratie professionnelle et d'une gestion du corps par les corps. Donc on a posé la question dans nos entretiens au chef de juridiction, le chef de juridiction est-il un magistrat comme un autre? Et les réponses qu'il donne diffèrent en fonction de la taille
de la juridiction et de l'activité juridictionnelle des magistrats managers en fonction du lieu d'exercice, de la magistrature assise, les sièges ou de la magistrature debout, le parquet, en fonction de la construction de leur carrière et de leur identité professionnelle, en fonction aussi de leur arbitrage et de leur équation personnelle. Hein, ça a été dit effectivement par Stéphanie, voilà, les magistrats, les chefs de juridiction ont une trajectoire particulière, singulière, et cette trajectoire, elle a des conséquences aussi sur leur manière d'être chef de juridiction. Donc, la conclusion est que ce ne sont pas tout à fait des magistrats comme les autres et que ce ne sont pas des encadrants tout à fait comme les autres. Donc, force est de constater, c'était rappelé par Stéphanie, pardon, qu'il n'y a pas de modèle unique et homogène du chef de juridiction, qu'il n'y a pas d'uniformisation managériale, qu'il y a au contraire des styles d'encadrement différents, un management par délégation dans les grosses juridictions qui peuvent bénéficier d'un encadrement intermédiaire, les coordonnateurs, pour faire fonctionner une juridiction, un profil du manager parquetier qui est différent du manager du siège, un management participatif et ou bienveillant pour enrôler les magistrats, les attacher à leur travail, obtenir leur engagement, faire fonctionner la machine, puisqu'ils sont effectivement au cœur de la machine, malgré des conditions parfois dégradées. Donc on pourrait parler d'un management situationnel, c'est le terme qu'on a utilisé, des chefs de juridiction, qui déploie les 4 styles majeurs de leadership, délégatif, participatif, persuasif et directif. Et en fonction effectivement des situations, un même chef de juridiction peut utiliser ces différents styles majeurs de leadership avec effectivement des combinaisons et des arrangements spécifiques correspondant à leur environnement juridictionnel. Donc le management local qui incombe aux chefs de juridiction est centré sur l'organisation du travail des magistrats. Bon, ils doivent expédier effectivement les affaires courantes. Et comme vous le savez, l'outil nodal pour répartir le travail juridictionnel est l'ordonnance de roulement par laquelle le chef de juridiction va chercher à fabriquer du consensus en visant l'équité et en essayant, autant que faire se peut, de prendre en compte les desiderata des magistrats, mais la rédaction revient en dernière instance au chef de juridiction. Et l'ordonnance de roulement n'empêche pas pour autant une certaine flexibilité pour s'adapter aux situations, mutation d'un magistrat, échange d'audience, ou encore lorsqu'on obtient des juges placés. Donc c'est bien à l'encadrement intermédiaire de résoudre la question de la répartition du travail et de la surcharge du travail qui peut générer des tensions dans le collectif. Il faut faire collectif malgré tout, malgré l'insuffisance des moyens, malgré l'inadaptation des outils, et ça nous a souvent été rappelé dans les entretiens, des cultures professionnelles différentes entre le siège et le parquet, des engagements variables des magistrats, comme l'exprime ici une magistrate du siège dans le verbatim que nous avons choisi pour le diaporama. Alors, dans les entretiens, on peut noter d'ailleurs une expression assez négative du travail en termes de manque, un manque de moyens, un manque d'outils que soulignent les expressions mobilisées par les chefs de juridiction. On parle de manière de fonctionner à la bonne franquette, où on nous dit qu'on est tellement avec des bouts de chandelle, un manque d'organisation du travail. C'est donc quand même un management sous contraint qui nous est décrit, un manager qui ne dispose pas suffisamment de levier RH, comme le montre en tout cas notre diagnostic des outils et pratiques RH, dont les managers n'ont pas effectivement de grande latitude. Les marges de manœuvre sont assez faibles, d'autant plus lorsque la juridiction est en sous-effectif. Alors pour autant, effectivement, les chefs de juridiction vont quand même chercher à saisir toutes les opportunités pour créer les conditions d'une plus grande autonomie, en obtenant par exemple des juges placés, en essayant effectivement d'obtenir des assistants de justice ou des juristes assistants. On peut donc comprendre le manque d'attractivité des postes de chef de juridiction, et je rappelle que le CSM s'est saisi de cette question, puisqu'il y a un rapport qui a été écrit en 2021,
Et le CSM a retenu, pour rendre la fonction plus attractive, 25 recommandations, que je ne vais pas toutes citer bien sûr, autour de 3 axes. Premier axe, susciter les vocations. Deuxième axe, faciliter l'exercice des fonctions. Et troisième axe, améliorer les perspectives de carrière. Alors, pour conclure effectivement sur ce rôle du chef de juridiction, on a dit qu'il était pluriel, qu'il était multiforme. En tout cas, il nous semble que pour penser et repenser la GRH des magistrats, on ne peut pas le faire sans réfléchir à celle des chefs de juridiction. Ils sont les pivots de la chaîne managériale et les chefs de juridiction alternent et combinent des postures d'encadrement, d'intermédiation et de proximité. Ils sont ce qu'on a appelé des local managers, à qui l'institution a transféré les fonctions d'encadrement. Ils sont chargés du travail de management et d'organisation, et ils ont donc des rôles pluriels. Et ils sont enjoints à être des organisateurs, des organisatrices et des managers du quotidien, mais aussi des entrepreneurs du changement, avec une vision stratégique de leur juridiction. Et de plus en plus, on leur demande effectivement d'avoir cette vision stratégique de leur juridiction. Ils sont aussi des administrateurs exerçant un rôle intermédiaire en matière de relations de travail et garantissant la légitimité des accords passés entre pairs. Donc, quel rôle propre au modèle délibératif? Et ils sont effectivement garants de ce modèle délibératif. Ils sont aussi en même temps sommés de devenir des architectes capables de conduire une politique juridictionnelle dans la perspective d'une décentralisation caractéristique du modèle individualisant de GRH. Donc, quid de la GRH des chefs de juridiction dans la GRH des magistrats? Donc, en tout cas, il faut tenir compte de la place de ces chefs de juridiction pour repenser la GRH des magistrats. 2 observations très courtes sur ce qui vient d'être dit et qui renvoient quand même à ce qu'on disait en introduction sur cette visibilité qui est donnée à la réalité du métier de chef de juridiction et qui ne repose que sur du constat et sur, en plus les magistrats que nous sommes très attachés au texte et au code, etc., sur quasiment aucun texte, aucun écrit. Il y a un point qui ressort du rapport et qui est extrêmement intéressant, c'est ce local manager, c'est des local managers. Et c'est intéressant de voir dans le rapport à quel point les chefs de juridiction qui sont entendus, tous s'accordent d'ailleurs pour dire que cette diarchie, c'est double, voire triple. Mais on va parler de double aujourd'hui, local manager, parce que je ne suis pas complètement convaincue, moi, par le triple, mais en tout cas, s'accommodent l'un et l'autre. Et c'est pas rien parce que là encore, on est un peu sur du non-dit, un peu sur du non-écrit, et il faut, et c'est une injonction absolue, que le président et le procureur s'entendent. Il y a des kilos de rapports de l'inspection sur des dysfonctionnements de juridiction qui sont liés, mais qui sont liés à des questions aussi de mésentente. Or, quand le chef de juridiction arrive, président ou procureur, souvent il découvre son homologue sans forcément le connaître ou l'avoir connu, et la bonne entente ne se décrète pas. Donc le chef de juridiction s'adapte à sa cour d'appel, premier président ou procureur général, à son procureur ou procureur général et au président, pardon, et ils n'arrivent pas toujours ensemble, ils arrivent même rarement ensemble. Et ça, c'est aussi une donnée qui doit être forcément prise en compte pour faire le lien avec ce qui était dit sur la stratégie qu'il faut développer au sein de la juridiction. Un nouveau président qui arrive ou un nouveau procureur qui arrive va forcément avoir, lui, sa vision stratégique de ce qu'il souhaite faire de la juridiction. Et ça, c'est très bien repris dans le rapport. Chacun arrive avec ses ambitions, son énergie, son envie de faire, son envie de réformer. Sauf qu'on réforme toujours ensemble. Il faut quand même qu'on soit un peu sur le même tempo, notamment quand l'un arrive alors que l'autre est plutôt en fin de mandat ou inversement. Et ça renvoie à cette question du rôle stratégique du chef de juridiction, qui est beaucoup repris dans le rapport. Et finalement, on n'y répond pas tellement, parce que c'est un stratège de quoi ? C'est un stratège avec quoi, en fait, pour construire sa stratégie? D'abord, c'est un stratège, si je reprends un terme un peu militaire, avec des troupes qui sont quand même souvent un peu modestes, on va le dire, des troupes d'encadrement intermédiaire notamment, qui reposent sur des troupes de magistrats qui sont amenés à venir, à repartir. On y viendra évidemment dans la troisième partie. Et puis, c'est un stratège qui définit lui-même ses objectifs, mais qui sont percutés en permanence par les objectifs de l'Assemblée, évidemment, des lois qui sont votées les unes après les autres, du ministère qui va avoir
des projets, des actions, des circulaires, différents sujets qu'il va vouloir porter et à juste titre. Les axes prioritaires de la Cour. Donc la stratégie qu'on demande aux chefs de juridiction de construire, elle se construit dans une voie qui est extrêmement étroite. Alors, on voit très bien dans le rapport qu'elle se construit quasiment partout, puisque tous les chefs de juridiction entendus en parlent, mais elle se construit dans une voie qui est très étroite. Et je reprendrai pour conclure et pour qu'on retrouve notre timing initial, ces termes qui sont extrêmement intéressants dans le rapport. Vous avez parlé, je ne sais plus si c'était bricolage ou je ne sais plus, mais il y a un terme aussi qui est utilisé qui est bric-à-brac. En fait, le chef de juridiction, c'est un peu du bric-à-brac. Alors ça fonctionne, hein, pas toujours très bien, mais enfin quand même, ça fonctionne. Cette stratégie, il va la construire avec ses propres outils, avec ses propres ressources, avec ce qu'il a autour de lui à un instant T qui va être changeant. Donc on peut se dire tout ça, ça renvoie aussi au rôle innovant des chefs de juridiction, à tout ce qui a été construit, et vous en parlez notamment autour de pilotes, autour des référentiels par les chefs de juridiction eux-mêmes. Mais c'est aussi un peu angoissant de se dire ça, qu'un système aussi important et un rôle aussi important du chef de juridiction dans la GRH repose sur du bric-à-brac, du bricolage, voilà, sur des moyens qui sont quand même fragiles, on va dire. Voilà. Alors oui, sur la mobilité carrière des chefs de juridiction, alors je vais peut-être réduire pour qu'on rejoigne le timing. Disons que c'est le point qui nous a apparu avec l'équipe peut-être le plus dysfonctionnel de tous les outils et le plus aussi spécifique du système français, puisque en Belgique et en Suède, nous n'avons pas retrouvé ce système-là de mobilité, du moins incitative et obligatoire, puisque c'est quand même ce qui caractérise le système français. Et donc cette double mobilité géographique et fonctionnelle, elle existe partout, sauf que ici, elle est colorée d'une obligation, voire d'une incitation pour l'avancement de carrière, ou parfois, donc, en matière fonctionnelle, vous êtes obligé d'abandonner cette fonction au bout de tant d'années parce que, eh bien, c'est le dispositif qui le prévoit. Donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait spécifique qui peut paraître contraignant. Alors, il faudrait remonter aux règles qui imposent, qui sont les bien fondés de cette obligation, de cette incitation à la mobilité, qui sont l'enrichissement du parcours du magistrat, d'une part, et puis aussi la lutte contre la partialité du magistrat qui, trop peut-être ancré dans son tribunal, qui resterait, eh bien, pourrait avoir des connivences. Donc, il faudra revoir ces deux éléments parce qu'au regard des deux systèmes que l'on a envisagés, c'est pas les deux autres systèmes ne sont pas moins mauvais alors qu'ils n'obligent pas à cette mobilité. Alors, c'est ce qu'on pourra voir un petit peu après. Donc, ce qui est aussi intéressant de voir à travers ces mobilités, c'est qu'on est là face à une double compétence. Donc, on avait parlé des compétences liées à la constellation des acteurs. Et effectivement, ici, le statut, l'ordonnance statutaire est complétée par des règles de gestion que fabrique la DSJ. Donc, on a pu parler de compétences partagées. Et puis, donc, on voit que, et c'est le dispositif, qu'il y a une hyper-mobilité des magistrats et magistrates français par rapport à une hypo-mobilité des magistrats belges et suédois qui bougent assez peu. Et on va le voir, il n'y a pas de culture de la mobilité chez nos voisins belges, notamment, qui peuvent rester toute leur vie dans un même tribunal sans que ça pose aucun problème. Et il y a aussi, ce qu'il faut voir, il y a dans cette hypermobilité une disparité très grande entre ceux qui bougent beaucoup, mais pour faire des belles carrières, pour ceux qui restent dans le microcosme parisien, parce qu'il est possible l'obligation de mobilité n'est pas une obligation kilométrique, hein, c'est une obligation juste de changer de tribunal. Donc on peut changer de tribunal très proche, et donc toujours à Paris, et peut-être en allant en centrale, etc., en jonglant sur les différentes possibilités que donne droit le statut. Donc vous avez, entre les coincés géographiques, on a appelé ça, et puis les belles carrières parisiennes, eh bien, on a d'énormes disparités de la mobilité.
Alors, ça montre aussi cette mobilité, ça caractérise tout ce qu'on a pu dire sur les conflits de compétences, notamment les tensions entre DSJ et CSM qu'on a déjà rappelé pour les profilages de postes. Et puis, ce qui nous a apparu vraiment, et on en a parlé à travers ces transparences caractéristiques, c'est la mise en œuvre, nous avons utilisé le terme artisanal, de ces transparences, avec des moyens disproportionnés, moyens humains, moyens informatiques, par rapport aux objectifs qui sont quand même de faire des transferts de magistrats d'un tribunal à un autre qui sont énormes et qui peuvent se passer plusieurs fois par an. Ces transparences sont nombreuses. Avec un ressenti des magistrats, des chefs de juridiction qui était quand même très négatif, des critères d'affectation mal compris par les magistrats, une désorganisation des tribunaux dont se sont plaints les chefs de juridiction en raison des trop grands nombres de transparence. Et puis aussi, on nous a rapporté, mais il y a eu des évolutions avec la DSJ, on confiait ces tâches énormes des transparences à finalement des petits jeunes qui sont les conseillers carrière mobilité, et qui, avec très peu d'expérience de la fonction de magistrat, qui sont eux obligés de gérer la carrière d'autres qui sont peut-être plus expérimentés. Donc ça nous a été rapporté. De même que l'insuffisance des dispositifs d'accompagnement du type déménagement, etc. Et surtout une absence de vision anticipative parce que c'est au coup par coup, transparence par transparence, mais pas de ligne peut-être d'anticipation et pas de gestion de carrière en tant que telle. Alors, si on prend le contrepoint belge très rapidement, donc je l'ai dit, il n'y a pas d'obligation de mobilité, ni géographique, ni fonctionnelle. Ça, c'est un point fondamental. Donc, c'est laissé au bon vouloir des magistrats qui, par raison purement personnelle, veulent peut-être bouger de tribunal à tribunal, ce qui n'est pas le cas en France. Donc il y a une hypomobilité belge. Finalement, on bouge très peu parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Et ce qui nous a frappé, c'est que cette mobilité française, en fait, est liée au profil du magistrat qui entre dans la profession. Ce sont, en France, des magistrats jeunes qui sont inexpérimentés, qui n'ont pas d'expérience en tant qu'anciens juristes et qui sortent de l'école. Alors qu'en Belgique et en Suède, le système est différent puisqu'il s'agit de recruter déjà juristes, souvent des avocats qui ont déjà une carrière d'avocat et qui veulent embrasser la carrière de la magistrature. Du coup, cette mobilité est perçue comme moins importante parce que on estime qu'il y a déjà une certaine ancienneté qui va favoriser l'impartialité. Donc c'est aussi un élément à tenir en compte pour cet élément. Et donc il y a toujours en Suède et en Belgique une certaine richesse de parcours, même si on ne bouge pas d'un tribunal, parce qu'avant on a été avocat, avant on a fait d'autres professions. Et de même, on a examiné les condamnations CEDH sur 6 paragraphes 1, donc sur l'atteinte à l'impartialité et à l'indépendance de la justice. Il n'y en a pas plus en Belgique ou en Suède, même moins, qu'en France. Donc il faut remettre aussi en perspective l'idée du bien fondé du système de mobilité par rapport aux résultats que l'on veut ici obtenir. Et peut-être il faut un peu remettre en cause ou bien remodeler ce modèle français qui paraît quand même assez chronophage, assez opaque et finalement pas plus satisfaisant que le système de nos voisins. Ce qui ressort dans le rapport sur la question de mobilité, c'est quasiment l'équivalent mobilité égale désorganisation. On le voit dans les différents verbatim, dans l'analyse qui est faite, et c'est vrai que le contre-exemple belge nous fait un peu envie. Une juridiction, c'est 2 fois par an, si ce n'est plus, une remise à plat complète de son organisation. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup dit, c'est connu, ça a déjà été écrit, mais je trouve que ça transparaît très fortement, en tout cas dans les retours des chefs de juridiction dans le rapport. Ça, c'était ma première observation. La deuxième observation, c'est mobilité égale désorganisation, mais égale frustration. Et ça aussi, ça ressort beaucoup dans le rapport.
Frustration par rapport au fait que en France, et je dis en France par rapport à l'exemple belge qui est extrêmement intéressant dans le rapport, c'est on candidate au hasard. C'est-à-dire on candidate sans savoir si le poste va être vacant, pas vacant, ou alors au prix de stratégies qui sont extrêmement chronophages, je trouve, que montrent certains collègues, et puis d'ailleurs qui sont pas forcément, qui n'aboutissent pas forcément. Et donc, et c'est aussi le cas pour les chefs de juridiction aujourd'hui. Alors on ne candidate pas complètement au hasard, mais enfin quand même, on ne sait pas sur quel poste on a entendu. Donc ça revient quand même un peu au même, là où nos homologues belges, et ça aussi c'est dans le rapport et vous pourrez y revenir, font un plan de gestion quand même avant d'arriver devant l'équivalent de leur CSM. Donc c'est quand même pas rien. Postuler au hasard, ça génère de la frustration et ça veut dire qu'on a quand même toutes les chances d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, en tout cas au mauvais endroit. Celui qui rêve d'avoir un poste de président correctionnel qui va cocher PP, il a quand même de très fortes chances d'arriver JAF parce qu'il va manquer un JAF, quelle que soit la taille de la juridiction. Et voilà, je prends l'exemple d'une collègue de Chartres qui est arrivée juge, qui est une vraie pénaliste, qui est une excellente pénaliste, mais qui est arrivée au JAF et qui, pendant 2 ans, je pense, m'a supplié 20 fois par jour d'aller au correctionnel, ce que j'entends et ce qui est normal. Et en même temps, voilà, l'organisation fait qu'elle s'est fait 2 ans qui, pour elle, était, je pense, un sacerdoce. Dernier point, et ça ouvrira sans doute la discussion parce que vous n'en avez pas parlé, mais ça ressort un peu du rapport. C'est un rapport effectivement sur la GRH des magistrats, mais on s'interroge toujours en pensant à la GRH d'une juridiction. Je veux dire, le chef de juridiction, il est chef de juridiction. Et dedans, j'inclus évidemment le greffe. Et parler de RH des magistrats sans parler de RH de greffe, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué. Il y a quand même un vrai paradoxe dans la GRH d'une juridiction, c'est cette double ligne hiérarchique, la ligne hiérarchique du président, procureur, magistrat du parquet du siège et la ligne hiérarchique sur le greffe, ça c'est quand même pas rien. Dans les juridictions de région parisienne ou grosses villes, il y a du turnover de greffiers. Mais enfin, dans les juridictions de province, les greffiers, ils sont là et en général, ils font leur carrière. En fait, là, il n'y a pas cette obligation de mobilité pour le greffe. Ils vont faire leur carrière dans la juridiction. Ça veut dire qu'eux, ils voient les magistrats passer avec leurs projets parfois farfelus de on va remettre le service à plat, on va réorganiser, etc. Le greffier, il sait que le magistrat, il est de passage. Et puis, et ça ouvrira peut-être la discussion un peu plus loin, les avocats aussi. Je veux dire, le barreau il est le barreau du département. Donc le barreau, il voit aussi les présidents et les magistrats passer. Donc cette question de l'hypermobilité, elle renvoie aussi quand même derrière à la question de l'efficacité, de l'identité de la juridiction, de ce qu'on y construit, sur le long terme. Alors, on va ouvrir, je crois, la discussion et je vais laisser la parole à Valérie pour ça. Mais ce qui ressort, et ce sera peut-être une touche un peu positive, c'est que quand même, et ça retranscrit, vous l'avez retranscrit dans tout le rapport et on le ressent, c'est que les chefs de juridiction, d'abord personne les force à être chef de juridiction, quand même, je tiens à le dire, et si on le fait, c'est parce qu'on aime ça. Et c'est quand même un formidable régulateur au milieu d'injonctions extrêmement contradictoires et d'acteurs qui ont tous des rôles extrêmement éclatés. J'ai envie de dire, pour conclure, et je vais prendre ça aussi pour moi, heureusement que les chefs de juridiction sont là pour jouer ce rôle de régulateur. Merci beaucoup Stéphanie, merci Lionel Jacot et Sylvie Pierre-Maurice. Effectivement, c'est assez frappant dans la recherche et dans votre échange. Je dirais le décalage entre l'inventivité, l'envie, l'enthousiasme, l'envie de développer quelque chose de stratégique de la part des chefs de juridiction et des moyens, sans même parler des moyens personnels, mais des moyens organisationnels que vous avez qualifiés d'artisanaux, de bric-à-brac, d'outils bricolés. Et j'ai le souvenir, quand j'étais à l'ENM, de voir beaucoup de chefs de juridiction en formation qui venaient tous avec leur tableur Excel inventé, leur machin, leur truc extraordinaire et qui voulaient partager avec les collègues et puis rien qui atterrisse vraiment dans une organisation un petit peu organisée. Vous avez souligné aussi l'absence d'outils de régulation des conflits, qui est quand même aussi assez étonnante, enfin, vu de votre biais sociologique, que ce soit entre président-procureur, avec le directeur, la directrice de greffe, avec les chefs de cour, etc. Et puis une GRH très dominée par des enjeux très statutaires,
très institutionnel peut-être, et tu le rappelais là avec effectivement la double hiérarchie pour le greffe, et moins des enjeux, encore une fois, organisationnels ou en termes d'objectifs de service. Donc cette recherche, évidemment, pour un certain nombre d'entre nous, caractérise qu'on savait ou percevait déjà. Mais l'aspect, je pense, pluridisciplinaire nous permet vraiment d'identifier une autre approche possible de la question, parce que nous, évidemment, on baigne dans l'histoire et le statut et l'existant. Et j'ai trouvé très important aussi que vous rappeliez que ce que vous avez appelé la constellation date de l'ordonnance de 58, et que, à l'inverse, en Belgique, elle a été construite, et en Suède, elle n'existe pas. Et ça, je crois que c'est des points qu'il est bon de reprendre en considération. Parole à la salle. Qui souhaite intervenir, poser une question, formuler une contestation? Pas prendre la défense des uns ou des autres. Oui, madame, je vous laisse vous présenter peut-être, si vous voulez bien. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. D'accord. Bonjour et merci à tous les intervenants. Moi, je suis Jenny Gracie, ancien chercheur associé près de l'IHEJ. J'ai écrit plusieurs articles sur la différence entre le système juridique anglais et français. Et j'avais juste une question, parce que c'est super intéressant toujours d'entendre les différences entre la France et d'autres pays. Et quand vous avez parlé de la richesse du parcours des juges dans la Suède et en Belgique, et vous parlez donc une conséquence, c'est qu'il y a moins de mobilité des juges suite à ça. Est-ce que vous avez creusé un peu la question par rapport à l'expérience de ces avocats, les juges qui ont été avocats auparavant, qui ont peut-être été associés dans des cabinets, qui avaient à gérer le cabinet, des salariés, qui avaient à résoudre des conflits. Donc, est-ce que ça ne met pas, est-ce que vous avez creusé la question de est-ce que ça met un peu en question la formation, la qualification d'un juge en France, parce que le rôle des chefs dans la gestion, s'ils ont eu un parcours dans la gestion d'un cabinet, ça aiderait, non ou pas? Ou, voilà, ma question. Oui. Stéphanie avait mentionné. Oui, alors je me permets de répondre à votre question. Et effectivement, c'est un point qui est important, mais je dirais, parce qu'ils ont déjà, ces avocats, effectivement, ils sont à la tête d'un cabinet, et donc ils ont déjà une expérience RH. Et je dirais que ça joue davantage pour ceux qui veulent faire chef de juridiction, puisque, comme Stéphanie l'a dit, en Belgique, il y a une obligation, finalement, de se mettre à la gestion, si on veut, officiellement, si on veut devenir chef de corps, puisque c'est le terme en Belgique. Et il y a effectivement un plan de juridiction, c'est-à-dire ce qu'on propose pour la juridiction pour les 4 ans à venir en tant que chef de corps. Et là, c'est quelque chose qui fait, c'est un rapport provisionnel sur la juridiction, et donc d'environ 20 pages, où on doit montrer que l'on sait appliquer les théories gestionnaires, que l'on sait faire de la gestion. Alors évidemment, on s'est aperçu, enfin les Belges sont aperçus du Conseil supérieur de la justice que souvent les anciens avocats faisaient faire ça par des cabinets de gestion. Et donc, en plus de ça, il y a un oral qui valide ce plan de gestion, où là, on pose des questions un peu plus poussées sur les éléments gestionnaires, sur des questions inédites qui ne figurent pas dans le rapport, pour voir si véritablement ils se sont préparés à la gestion. Donc, pour répondre à votre question, certainement, le fait d'être avocat et d'avoir eu à gérer un cabinet, ça aide énormément, et je dirais que c'est culturel, ce qui n'est pas forcément chez nous en tant que magistrat. L'idée qu'on va se faire quand on va être magistrat, ça va être faire de la GRH, ce qui est plus le cas en Belgique, effectivement. Un tout petit mot pour compléter, il faut intégrer, et parce qu'on y est souvent confronté en juridiction, la complexité de la RH dans une juridiction. L'avocat et son collaborateur
l'avocat et sa secrétaire, pour le dire, l'avocat et c'est pas la même chose que le magistrat et le greffe. Voilà. Et c'est vrai que cette complexité RH, l'expérience, elle est évidemment extrêmement utile et extrêmement riche d'avoir des personnes qui ont déjà eu une expérience de RH. Mais après, il y a toujours quand même un petit moment de surprise, on va dire, pour l'adapter à la réalité d'une juridiction. Hein. Oui, bonjour, je suis Dominique Bournonville. Je suis en fait un attaché au sein d'un ministère avec des responsabilités juridiques. Et je suis issu du 3e concours. Vous allez voir, je vais chercher peut-être à élargir un peu la focale. Et 3e concours, dans le secteur, enfin, je suis issu donc du secteur privé, du milieu concurrentiel. Actuellement, d'ailleurs, la DITP, donc au niveau de l'ex-DGAFP, voilà, c'est sur la transformation publique, effectivement. Et donc, notamment, il y aura, je crois, le 17 avenue de Ségur, une conférence sur le coaching. Alors, c'est cette question que je voulais poser, parce qu'effectivement, donc c'est pas du tout technique. Hein, l'aide est sur l'accompagnement individuel, et de loin, c'est pour ça que je me permets de poser la question, si on avait d'autres peut-être plus étroites, mais celle-là, elle est très large. A priori, de loin comme ça, et en particulier dans le secteur concurrentiel, on offrirait la possibilité de travailler avec un coach pour l'accompagnement de chacun des chefs de juridiction, surtout sauf la salade entre guillemets interne. Merci de votre observation. Je rappelle juste que l'ENM a souvent promu et offert à des chefs de juridiction des séances de coaching. Oui, je suis Émilie Lagrave, donc je suis chargée de mission de développement RH à la DSJ. Et juste pour répondre à votre propos, pour vous dire que c'est quelque chose qui est mis en place depuis le début de l'année 2022. Donc maintenant, tout nouveau chef de juridiction ou chef de cour, directeur de greffe ou d'ARJ se voit offrir un coaching à la prise de fonction. Alors, pardon, comme vous le savez, parce que ce n'était pas le cas encore. Depuis plus longtemps. Oui, Jean Danet, ancien membre du CSM. Je vais vraiment vous remercier pour cette... Je l'ai dévoré hier soir, littéralement. Et je voulais simplement dire que ce remerciement, je crois que vous l'adresseront ceux qui, en février prochain, seront membres extérieurs dans le nouveau CSM qui rentrera en fonction et qui auront bien de la chance de trouver cette recherche qui les aidera dans un rôle très important qui est le choix des chefs de juridiction et s'agissant de la formation siège, un choix qui s'opère sans tri préalable de la DSJ, sans proposition, puisque, comme on dit, le CSM qui a le pouvoir de proposition, autrement dit pour les non-initiés, c'est lui qui fait le choix parmi les différents candidats sans filtre aucun de la DSJ. Et il est bien évident que ce sont là 8 personnes qui sont dans l'ensemble des acteurs que vous avez signalés, les seuls qui ne soient pas professionnels de la profession, mais qui n'en sont pas moins majoritaires dans la formation siège comme dans la formation parquet, et qui bien souvent, évidemment, en prenant leurs fonctions, découvrent toute la complexité que les uns et les autres, et y compris bien sûr la présidente a expliqué, et c'est difficile, quoi. Hein. Donc ça, je voulais le dire. S'agissant de la question sur l'expérience des RH, moi je pense plutôt que c'est du côté de, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais du côté d'anciens DRH de grosses entreprises juristes et qui deviennent magistrats, ça existe, que là, effectivement, il y a un background intéressant pour la magistrature, avec un petit bémol, et là aussi c'est mon expérience au CSM qui m'amène à le rappeler, c'est que malheureusement aujourd'hui, dans les dossiers d'évaluation des magistrats, il n'y a rien sur leur passé professionnel et aucune indication de ce qu'ils ont fait dans les carrières antérieures. C'est très dommage, ce du passé faisons table rase n'est pas raisonnable
Et c'est au fond à la curiosité des membres du CSM que peut-être va émerger dans l'entretien, dans l'audition, la connaissance. Mais vous voyez, les auditions, c'est déjà après un premier tri. Donc là, il y a un problème évident. Je pense que le CSM n'est pas en mesure d'exploiter toute la richesse qu'il y a parmi les candidats, et notamment dans un corps qui, aujourd'hui, sur l'ensemble du corps, est constitué de plus de 30% de gens qui ont eu, avant d'être magistrats, une expérience professionnelle antérieure. Alors, tous n'ont pas été des RH, on est d'accord, mais il faudra, dans les années qui viennent, prendre en compte cela si on veut parfaitement tirer parti de cette richesse. Oui, bonjour. Pierre Delmas-Goyon, je suis magistrat devenu honoraire, mais qui pendant près de 24 ans est présidé des tribunaux et des cours d'appel. Tout ceci m'évoque beaucoup de choses. Je voudrais revenir un peu sur la notion de plan de juridiction et sur la notion de bricolage, ou en tout cas de gestion défensive en quelque sorte. Je crois que la difficulté, elle vient de ce que dès qu'on fait des projets, objectifs. Dès qu'on a des objectifs de performance, pour parler comme on doit le faire sous l'empire de la LOLF, en réalité, on raisonne dans l'abstrait parce que les affectations ne sont pas du tout en cohérence avec les besoins que l'on a pour remplir les objectifs que l'on aimerait se fixer. Et ça, c'est un énorme problème. Alors quand j'entends parler des dirigeants de groupes privés qui arrivent, eux, quand ils sont dans une entreprise privée et quand on décide d'obtenir un résultat, on se donne les moyens d'y parvenir, c'est-à-dire qu'on met les bonnes personnes aux bons endroits. En réalité, on peut avoir dans une juridiction une équipe très innovante, prête à faire des choses vraiment intéressantes. La prochaine mutation, la prochaine transparence fait voler tout ça en éclats et on repart à zéro. Jamais nous n'avons réussi pour l'instant à obtenir un minimum de profilage de postes en fonction des besoins. Ni avec la DSJ, ni avec le CSM, ça n'a jamais été possible. Je connais les obstacles, on en a discuté avec la conférence des premiers présidents, on avait eu une grande discussion là-dessus avec le CSM, très bien. En attendant, ça reste un obstacle extrêmement important, et si les voies de progrès, si fines soient-elles, si modestes soient-elles, pouvaient exister, je crois que ça serait quand même extrêmement intéressant pour essayer d'améliorer l'efficacité collective. Bonjour, Gilles Rosati, je suis premier président de la Cour d'appel de Nouméa, et je voulais d'abord vous féliciter pour ce travail. Et je constate là, en écoutant les interventions, qu'on est en train de glisser vers, à juste titre, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour combler, finalement, remplir en quelque sorte d'une notion partagée tout ce vide autour de j'ai envie de dire, de la gouvernance humaine des juridictions. Puisque vous avez dit, Madame Křižović tout à l'heure, ça dépend aussi du chef de cour, c'est une réalité. C'est-à-dire que quelque part, là aussi, parce que je parle sous le contrôle d'intervenants de l'ENM, j'ai animé ces 3 dernières années avec ma collègue Gwenola Jolikos une session à l'ENM sur la gouvernance humaine des juridictions. Et on partait effectivement au départ de travaux qui ont été réalisés, je pense au PFC 2018, sur le management par les valeurs en quelque sorte. C'est-à-dire que souvent, ça donne une clé en quelque sorte. Alors c'est vrai que pour un chef de cour, c'est impardonnable de ne pas le faire, parce que finalement, au-dessus de lui, bien sûr, il y a la DSJ. C'est beaucoup plus difficile pour les chefs de juridiction. Il faut une conception partagée avec le chef de cour pour ne pas être pris en porte-à-faux en quelque sorte, de faire un management par les valeurs et d'avoir finalement des exigences de rendement ou des choses qui viennent casser ça. Parce que ce travail est très intéressant, mais il faut le resituer par rapport aussi à la crise que nous vivons actuellement, qui a des aspects très négatifs, voire dramatiques, puisque je fais allusion, je veux dire, au récent drame de Nanterre, mais avant, je veux dire, à la tribune des 3000, mais en même temps, la prise de conscience qu'on ne peut plus, je veux dire, manager les juridictions uniquement en mettant de l'informatique. Certes, l'informatique a été importante, sa petite sœur, maintenant la transformation numérique continue. En travaillant sur la LOLF et la RGPP, on a vu les dégâts, et qu'on est en train de réfléchir maintenant sur des valeurs communes, partagées, et d'ailleurs qui le seraient par les chefs de cour, puisque l'expérimentation de la notation, de l'évaluation à 360 degrés en fait partie. C'est-à-dire, quelque part, je veux dire, un management uniquement directif, je veux dire, ne sera plus acceptable et va rejoindre d'ailleurs ce qui existe dans d'autres entreprises privées. Là, le plus important, c'est que finalement également, les autorités qui nous nomment,
qui nous sanctionne éventuellement, je pense donc au CSM, je pense à l'inspection, je pense bien sûr à la DSJ, soit pénétré de cette envie d'explorer. Et je crois qu'il y a des signes encourageants. Je vois par exemple dans la DSJ, il y a énormément de choses qui se sont mises en place. J'ai eu la possibilité, je veux dire, dans ma juridiction, de financer une étude par des ergonomes du travail, de manière à réfléchir un petit peu sur le décalage travail prescrit, travail réel, problème de management. Il y a des choses qui se mettent en place. Je vois dans l'arrivée prochaine des psychologues quelque chose d'extrêmement intéressant aussi. Bien sûr, individuellement, ils répondront aux situations de souffrance, mais étant nommés à plein temps, il va falloir, entre guillemets, les employer dans une réflexion sur le travail collectif. Mais sur des choses parfois toutes bêtes, comme est-ce que dans un bureau où on est plusieurs à se partager, on travaille ensemble sans se fâcher sur le niveau de la clim, du chauffage, etc. Je veux dire, il y aura des choses. Il y a un travail sur le mieux vivre ensemble qui peut se mettre en place. Donc je pense effectivement, ce système, il est éclaté, il est en miettes, vous l'avez expliqué, mais on doit le dépasser par une nouvelle conception, une sorte de nouvelle frontière en quelque sorte, c'est-à-dire une conception partagée de la gouvernance humaine. Voilà. Bonjour, déjà merci beaucoup pour la présentation. Du coup, je m'appelle Baptiste Bailly, je suis doctorant en sociologie et je travaille sur. Je m'appelle Baptiste Bailly, je suis doctorant en sociologie. Je travaille sur la spécialisation des magistrats en économique et financier. Et du coup, je m'étais un peu intéressé à cette question sur les traces qu'il pouvait y avoir légalement ou dans les nominations, qui étaient relativement absentes, qui étaient mises en avant par vos prédécesseurs de la mission droit et justice sur l'âme du corps avec Laurent Vimet. Et je voulais savoir, quand on était chef de juridiction au parquet ou au siège, qu'on voyait arriver un nouveau magistrat dans le moment de répartition du contentieux ou des ordonnances de roulement, comment est-ce qu'on savait, si un magistrat était spécialisé, est-ce qu'on le savait, ou est-ce que c'était au bon vouloir et les vœux, entre guillemets, des magistrats qui souhaitaient se spécialiser? Et de fait, comment on construisait une stratégie de carrière si on voulait se spécialiser dans l'économique et financier ou dans un autre contentieux? Alors, comment on sait? Souvent, on ne sait pas. Je mets de côté les postes spécialisés, hein, évidemment, instruction, enfin tout ça, bon, on sait qu'ils arrivent. Mais en tout cas, quand on coche VP ou quand on coche juge, voilà, on ne sait pas. Le chef de juridiction ne le sait pas, à l'exception des postes profilés. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, pour certains postes, et notamment les postes d'encadrement intermédiaire, on a ce qu'on appelle des postes profilés. Ils sont sur la transparence maintenant avec un petit P à côté d'eux. Et c'est des postes pour lesquels le chef de juridiction va faire une fiche de poste. Alors, il faut savoir que les chefs de juridiction, en tout cas dans la cour dans laquelle je suis, on produit beaucoup de fiches de poste. Bon, peu arrivent jusqu'en haut, mais on essaye de produire et de dire en fait ce qui va être vacant ou pas et surtout ce qui est attendu. Mais si le collègue arrive sans fiche de poste dans une juridiction, je prenais le cas d'une juge pénaliste qui ne veut faire que du pénal et à qui on dit le seul poste vacant actuellement c'est du JAF, il va faire du JAF. Alors normalement le chef de juridiction, il essaye de faire en sorte qu'assez rapidement il ou elle puisse rejoindre des fonctions préférées, mais enfin c'est compliqué. Après, sur comment on se spécialise, là aussi, il y a des stratégies. Tout à l'heure, je parlais des stratégies de formation des collègues avec l'ENM. Certains vont l'anticiper. Ça peut être valorisé et ça va être valorisé pour répondre à des appels à candidature sur tel ou tel poste. Mais ça reste limité et ça reste aujourd'hui, en tout cas, tel qu'est la politique de la DSJ, en fait, ça reste sur les postes encadrement intermédiaire, encadrement. C'est-à-dire que, par exemple, un collègue qui veut aller, je ne me souviens plus du nom de la chambre à Paris, mais dans la chambre spécialisée en droit économique et financier, il va aller voir le président avant, il va aller dire, moi, je suis très intéressé, je suis très bien formé. Le président, il va le fléchir, il va le pousser un peu à la DSJ pour l'avoir, mais ça se fait de manière non dite. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le non dit, non écrit, quoi. Voilà. Si vous permettez, j'avais une question. Vous avez beaucoup questionné le bien fondé du principe de la mobilité. Hein. C'est quand même un principe qui, chez nous, se veut assis sur la lutte pour éviter les risques de corruption, quoi, pour faire simple. Donc vous l'avez questionné notamment en vous référant aux décisions de la CEDH sur l'impartialité. Bon, j'imagine qu'il pourrait y avoir quand même d'autres indicateurs et on pourrait creuser cela. Mais si on prend la Belgique, où ce principe n'existe pas, vous avez dit qu'à la suite de l'affaire Outreau, il y a eu de nombreuses réformes. Dutroux. Ouh là là, quel lapsus. À la suite de l'affaire Dutroux, il y a eu beaucoup de réformes.
dans quel sens ont-elles été? Est-ce qu'à ce moment-là, on a discuté du principe de mobilité ou pas? Alors, je sais bien que ce n'est pas le même sujet, si, mais c'était quand même la grande crise en Belgique. Oui. La question a porté surtout sur l'encadrement de la GRH sur le modèle du New Public Management, le modèle néerlandais. Donc à ce moment-là, il est apparu dans toute sa splendeur, si je puis dire, qu'il n'y avait pas de management, ni des juges, ni de la police. Donc on a eu un resserrement au niveau du management avec justement la création de ces différentes institutions. Mais pour reprendre sur la mobilité n'a pas été remise en question, sauf récemment dans la loi de 2014, donc à peu près une quinzaine d'années plus tard, où il a été admis pour les juges du parquet une possible mobilité sans consentement, mais au sein du ressort. Et de même pour les juges du siège, mais c'est pour combler les vides, si je puis dire, mais c'est une mobilité, là encore, sans consentement, mais limitée au ressort. Donc c'est une mobilité quand même réduite, mais alors dire que c'est lié à cette affaire-là, c'est dans la droite ligne de la managérialisation. Mais le principe n'est pas remis en question, il n'est nullement question de dire que la mobilité va être obligatoire ou incitative. Voilà. Et c'est pour répondre aux besoins, donc c'est dans des cas limitatifs quand même. Merci beaucoup. D'autres questions, observations, remarques? Oui. Bonjour à tous. Donc moi je suis Aurélie Grenot de Végian, je suis chef du pôle de l'évaluation et de la prospective de la direction des services judiciaires. Et je voulais rebondir en réalité sur ce qu'indique un procureur général dans le rapport, qui vaut à mon avis aussi pour le siège. Il indique, ma grande idée c'est que tout magistrat qui démarre à l'ENM est un manager. Et donc je voulais avoir votre avis sur cette question. Est-ce que tout magistrat est un manager au sortir de l'école, en réalité? Et ça rebondit aussi un peu sur la question de madame et sa comparaison avec l'avocat, qui, je le rappelle, peut aussi exercer à titre individuel et donc ne pas être forcément dans une équipe. Oui, on pourra effectivement réagir tous les deux, mais je ne crois pas effectivement qu'on rentre dans la magistrature pour devenir manager. Donc je pense que les gens qui rentrent dans la magistrature, c'est avant tout pour être magistrat. Après, il me semble qu'effectivement, l'École nationale de magistrature commence à réfléchir à comment former les magistrats aussi aux fonctions de management. Et il faut aussi peut-être contextualiser. Tout à l'heure, on a parlé effectivement de gouvernance par les valeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des résistances sur le New Public Management. Il y a une volonté à un moment donné d'introduire le New Public Management dans l'institution judiciaire comme dans d'autres composantes de l'État. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de la résistance et, par exemple, on veut plutôt aller vers un gouvernement par les valeurs. Ensuite, effectivement, sur le métier d'encadreur intermédiaire, de manager de proximité, je crois que ça a été dit, et là, ce n'est pas une exceptionnalité de la magistrature, on ne peut encadrer qu'en boitant. Et à l'impossible, nul n'est tenu, surtout lorsqu'effectivement les moyens sont insuffisants. Et je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit, on ne pourra pas, me semble-t-il, entamer le chantier de la refonte de la GRH sans reposer la question des moyens. Bon, elle est reposée, bien sûr, mais je crois que les moyens de la justice sont encore insuffisants. Si on revient sur ce que disait le rapport des États généraux de la justice, voilà, il manque des magistrats, il manque 2000 à 2500 greffiers, il manque des assistants juristes. Donc voilà, il faut, je pense, aussi poser la question des moyens pour bien gouverner et pour bien manager effectivement les tribunaux. Mais voilà, après je crois que sur les carrières de magistrats, tous les magistrats, en tout cas comme nous avons interviewés, ne se destinent pas à être managers et ne veulent surtout pas devenir managers. Donc à un moment donné, certains acceptent un poste de vice-président, mais ne veulent pas aller au-delà pour continuer à faire du juridictionnel. Donc là, il y a des choix de carrière qui sont un peu différents aussi en fonction de la manière dont on a envie d'habiter le métier de magistrat ou le métier de magistrat-manager. Je vous rejoins totalement. Ma seule question, c'est peut-être la mise en perspective avec la notion d'équipe juridictionnelle en réalité. On parle beaucoup, et ça va concerner les juges
second grade, enfin pour beaucoup, d'équipes juridictionnelles. Et donc de juges qui ne sont pas VP, ne sont pas premiers VP, mais qui vont être amenés à manager malgré tout, à être capitaine d'une petite équipe en fonction du service, mais indépendamment de leur choix, puisque comme vous dites, voilà, VP, premier VP, ça suppose une notion d'encadrement. Oui, peut-être, à mon avis, le sens du collectif doit être revu à la magistrature, notamment pour le siège. Parce qu'il y a certainement une culture du collectif pour le parquet liée à l'indivisibilité, mais pour le siège, on est quand même plus dans l'individualité, etc. Donc la notion d'équipe qui joue tant pour les magistrats que les chefs de juridiction permet, à mon sens, déjà de prendre conscience qu'on travaille au sein d'une équipe, et peut-être à insuffler, oui, un esprit, bon, un embryon d'esprit managérial, peut-être. Mais c'est un début. Oui. Il y a des transformations qui vont au-delà de la simple question de la gestion de l'équipe, mais qui est vraiment sur l'organisation du travail, la conception du travail en équipe. Comme l'heure tourne, est-ce que vous souhaitez reprendre la parole pour quelques mots de conclusion ou des points que vous auriez... Non ? Alors, on va devoir s'arrêter. C'était le principe d'avoir un format court. Merci beaucoup. Et je me permets de signaler que le prochain arrêt sur recherche aura lieu le vendredi 2 décembre sur la question du transhumanisme, question complètement différente. Le vendredi 3 février sur l'expérimentation des cours criminelles départementales et le vendredi 24 mars sur l'expérience économique dans le droit français de la concurrence. Donc on a essayé de faire assez divers. Et votre présentation... c'est le 25 novembre de 14h à 16h voilà. Et nous aurons avec judiciaire de Paris. Voilà, ouais. Merci à tous, au revoir. Et au niveau parquet, mais aussi Jean-Baptiste Blazier, qui vient d'arriver à Mons. Ah oui, oui, oui. De l'autre sans livre, qui vient d'arriver à Mons. Blazier.